Alors maintenant, on va parler de TEM. Donc, je vais passer la parole à Pascal Groll, qui est un de mes collègues, qui est un ancien pilote de ligne aussi, à la retraite, et qui est spécialiste du TEM, du Threat and Error Management, donc de la gestion de la menace et des erreurs. Et il nous a fait un petit sujet à ma demande, spécifique pour nous, les pilotes de l'Aéron Club de Vendée, en se basant sur un problème radio qui est arrivé, enfin un REX, qui est issu des REX de l'ACV de l'année dernière. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pascal Greul, je travaille avec votre chef pilote Philippe Lotelier à la commission formation et sécurité des vols de la Fédération française de vol en plein air. Il m'a demandé de faire une présentation sur ce qu'on appelle le TEM, le Threat and Error Management, sur la gestion des menaces et des erreurs. Le sujet a déjà été abordé dans votre bulletin interne NOTAM. Le but de cette présentation est d'approfondir un tout petit peu ces concepts. Pour ce faire, je vais tout d'abord vous présenter un modèle TEM légèrement simplifié, vous expliquer ce que sont les barrières, puis faire un focus sur les menaces. Pour présenter le modèle, je vais utiliser un REX de votre club. Le REX indique qu'un pilote, après le décollage des Sables d'Olonne, se rend compte en voulant contacter le service d'information de vol de La Rochelle qu'il n'a pas de réception radio car le volume de sa VHF est resté à zéro. Il entend bien le retour de sa voix dans son casque par l'interphone car les volumes se règlent de façon indépendante. Comme il a décollé d'un aérodrome avec radio obligatoire, on peut considérer qu'il s'agit là d'un incident, même s'il n'y a eu aucune conséquence. On considère généralement qu'un incident est le résultat d'un état indésiré de l'avion. L'état indésiré, c'est l'avion qui se trouve dans une position ou dans une configuration qui diminue la marge. En l'occurrence, dans notre cas, l'avion était sans réception radio dans un environnement où la radio était obligatoire. Cet état non désiré est le résultat d'une erreur, c'est-à-dire un écart observable par rapport aux procédures ou aux intentions du pilote. Une erreur n'est pas intentionnelle. Dans notre cas, l'erreur du pilote est naturellement d'avoir laissé le potentiomètre de volume à zéro. Dans certains cas, l'erreur peut être la conséquence d'une menace. La menace est un événement, prévisible ou non, indépendant du pilote, mais qui requiert une action de sa part pour éviter d'avoir une conséquence négative sur le vol. Dans notre exemple, le pilote a indiqué que même avec la VHF à zéro, il s'entendrait dans le casque, ce qui l'a trompé. On peut considérer qu'il s'agit là d'une menace liée à la conception du système, à son ergonomie. On notera également que cette menace est connue et que la parade est enseignée par les instructeurs. Il suffit de mettre le volume de la VHF à fond une fois qu'on la met en route. On note que dans notre cas, le modèle a permis d'expliquer a posteriori un événement qui a été jusqu'à un incident, voire un accident. Nous, ce qui nous intéresse naturellement, c'est d'éviter l'incident ou l'accident. L'idée est d'arriver à stopper la chaîne de transmission, de traiter les menaces, les erreurs, les états indésirables pour éviter qu'ils ne dégénèrent en accident ou en incident. Comment faire? Eh bien, une menace doit, si possible, être anticipée. Si elle ne peut pas être anticipée, elle doit être détectée, si elle survient de façon inopinée. Une panne en vol, par exemple, est difficile à anticiper. Et en face de chaque menace, il s'agit de mettre en place des stratégies d'atténuation. Le pilote doit donc anticiper, reconnaître et atténuer les menaces. Il doit donc agir et obtenir un résultat. Pour l'erreur, il faut les détecter, les corriger. Là encore, agir, obtenir un résultat. Et enfin, pour la situation indésirée, même combat, reconnaître, récupérer. Action-résultat. Ce qui nous importe finalement, ce n'est pas tant la menace, l'erreur ou la situation non désirée. Ce qui nous importe, c'est qu'en face de ces événements, il y ait une action et qu'on obtienne un résultat qui empêche l'événement de se propager jusqu'à l'incident ou jusqu'à l'accident. Alors, jusqu'à présent, le modèle que je vous ai présenté est relativement simple. On va le compléter un tout petit peu. J'ai dit que les erreurs peuvent survenir suite à des menaces non traitées correctement. Mais on se rend compte, notamment en faisant des audits dans des compagnies aériennes, que seuls 20% des erreurs sont la conséquence de menaces qui n'ont pas été traitées correctement. Ce qui veut dire que 80% des erreurs sont liées directement au pilote. Elles sont faites sans qu'il n'y ait subisse de menaces. Et l'imagination est sans limite. Pour ce qui est des menaces, dans notre exemple, le pilote n'a pas donné plus de précision. Mais peut-être que des facteurs personnels, manque d'entraînement récent, fatigue, ont pu avoir une influence sur sa performance et auraient pu être prises en compte, au titre de menaces, pour ainsi dire, internes, amenées à
accentuent un petit peu l'action contrôle ou à prendre des marges. Ces menaces liées au pilote et ces erreurs liées au pilote doivent naturellement être traitées de la même façon que les autres. Voyons comment nous traitons les erreurs et les menaces, comment nous pouvons essayer d'en limiter les conséquences. Pour cela, on va parler un tout petit peu du modèle de Horizon, qui est bien connu, qui s'appuie sur la mise en place d'un certain nombre de barrières pour barrer la route à la progression d'un événement pour éviter qu'il n'aille jusqu'à l'accident. Ces barrières sont diverses et variées, on les détaillera un peu plus tard. On note toutefois que les barrières présentent des trous, on peut appeler ça des faiblesses. Ce sont des faiblesses qui sont liées au système lui-même ou qui sont liées au pilote. Mettre en place plusieurs barrières permet d'éviter d'aligner les trous et ainsi d'aller jusqu'à l'accident. Essayons de voir un tout petit peu ce qu'on entend par type de barrière. Je vous présente ici un certain nombre de barrières qui sont de différentes natures. On a des barrières qui sont mises en place au niveau de la réglementation, des obligations de formation. Les fédérations, les clubs émettent des consignes. On peut avoir des barrières liées au fait qu'il y ait des retours d'expérience, etc. Et enfin, il y a des barrières différentes, celles qui sont colorées. On les détaillera un tout petit peu plus tard. On va dire qu'elles sont plutôt liées au pilote. On a donc là qu'on a des barrières collectives et puis on a des barrières plutôt individuelles. Que peut-on dire sur ces barrières? Toutes les barrières fonctionnent en série, c'est-à-dire qu'un événement doit traverser toutes les barrières pour aller jusqu'à l'accident ou l'incident. Que les barrières collectives alimentent les barrières individuelles. C'est parce qu'on vous forme qu'on bouche les trous dans vos barrières individuelles. C'est parce que vous lisez des REX que vous bouchez peut-être des trous dans vos barrières individuelles. Et enfin, les barrières collectives et individuelles sont alimentées par les remontées du terrain. Suite à un REX, on modifiera peut-être une checklist, une procédure, la formation, parfois même la certification des avions ou le type de matériel utilisé. Voyons voir maintenant les barrières liées au pilote plutôt. Tout d'abord, la barrière procédure. Il s'agit de la première barrière individuelle et elle représente l'ensemble des procédures qu'un pilote doit appliquer. On va dire que c'est un peu l'écosystème procédural dans lequel évolue le pilote. On peut y mettre les règles de l'air, le manuel de vol, les consignes fédérales, les consignes locales, etc. La deuxième barrière est une barrière surveillance-vérification. Une barrière qui est généralement associée plutôt au travail en équipe ou au travail en équipage, mais de façon individuelle, on peut considérer que le cross-check, l'action contrôle, fait un petit peu partie de cette barrière, fait également partie des procédures. On peut également mettre là-dedans le fait que quand on est dans un club et qu'on voit une activité qui se déroule, quelqu'un qui sort un avion, quelqu'un qui rentre un avion, quelqu'un qui est en train de faire un plein, eh bien on peut avoir un œil entre guillemets critique sur les activités des autres et peut-être les aider à corriger des écarts qui pourraient avoir des conséquences néfastes. On a ensuite une barrière checklist, celle-là, il n'y a pas besoin de donner de grandes explications. On notera toutefois que cette barrière n'est efficace que si on se donne les moyens, en temps notamment, pour bien faire les DO et les checklists. Une barrière système, il s'agit des systèmes qui sont à bord des avions et qui évitent parfois de se retrouver dans des situations ou qui alertent le pilote sur des situations qui ne doivent pas dégénérer ou qui permettent de l'alerter sur des soucis qu'on rencontrerait son avion, des voyants, des buzzers, l'avertisseur de décrochage par exemple, des systèmes anti-collision qu'on commence à trouver dans un certain nombre d'avions légers. C'est une barrière assez compliquée à expliquer, qui est la barrière airmanship, traduit un petit peu bizarrement en français en sens de l'air, mais ce n'est pas que le sens de l'air. On peut dire que c'est l'agrégation de l'ensemble des compétences qui permettent de pratiquer ce que d'aucuns appellent l'art de voler. Cet art de voler, il est basé sur du travail, sur de l'entraînement, sur de l'observation. Il s'entretient également. Voilà, il est lié à l'expérience. Le terme airmanship est assez simple en anglais, en français c'est un petit peu difficile à expliquer. Et enfin, une dernière barrière qu'on appelle la chance. Alors cette barrière est un petit peu particulière. Ce n'est pas qu'on a eu de la chance suite à un incident ou un accident et qui n'a pas eu de conséquences, mais plutôt que, comme il s'agit d'une barrière, ça veut dire qu'on n'est pas allé jusqu'à l'incident ou jusqu'à l'accident. C'est plutôt que quelqu'un d'extérieur est venu nous sortir du mauvais traitement que nous faisons d'une menace, d'une erreur ou d'un état non désiré. On peut
peut par exemple prendre le cas de la personne qui met en route son avion et qui commence à rouler, puis quelqu'un sur le bord du taxi voit que le cache-pitot est resté en place. L'avion est dans un état indésirable et c'est un élément extérieur qui va pouvoir faire signe au pilote pour lui dire que quelque chose ne fonctionne pas. C'est bien de la chance. C'est par exemple l'ATC qui vous donne des informations sur le fait que vous allez ou que vous êtes rentré dans une zone dans laquelle il ne faudrait pas être. Et donc, c'est un événement extérieur qui vient vous aider à sortir de l'état indésirable ou de l'erreur que vous êtes en train de commettre. Voilà donc l'ensemble des barrières. Et on les retrouve sur une affiche un petit peu plus complète qui reprend notre cheminement de tout à l'heure entre les menaces, les erreurs et les états indésirables. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer, le pilote va appliquer les barrières à chaque étape de ce cheminement pour essayer de stopper la progression d'un événement quelconque. Il va s'agir de faire un mur à l'événement pour éviter que la menace ne dégénère en erreur, que l'erreur ne dégénère en état indésirable et naturellement que l'état indésirable ne dégénère en incident ou en accident. Alors on va maintenant faire un focus sur une petite partie de tout cet ensemble de TEM et il s'agit de faire un focus sur les menaces. Les menaces, on a dit qu'il fallait les anticiper. Ça veut dire qu'on peut y penser avant le vol, on peut même y penser longtemps avant le vol. Si on n'a pas volé depuis un certain temps, avant d'aller voler, on va peut-être se former ou faire quelque chose. Il faut les reconnaître si elles apparaissent de façon inopinée, savoir reconnaître que notre radio ne fonctionne plus, que notre alternateur fait des siennes ou que voire notre moteur commence à faire des siennes. Et une fois que ces menaces sont anticipées ou reconnues, il faut les atténuer. Atténuer, ça veut dire mettre en place une stratégie pour essayer de minimiser l'impact de la menace. Une stratégie, ça veut dire, par exemple, faire un briefing. C'est ce qu'on fait avant le décollage. Pas de moteur. On fait un briefing, pas de moteur. Ça veut dire augmenter les marges. Je vois un nuage qui me plaît pas, je vais passer un peu plus loin que ce que je devais faire. Ça peut aller jusqu'à renoncer à faire une activité. Alors, détecter, c'est facile à dire, on va dire, c'est très simple. Il suffit de lister l'ensemble des menaces existantes et puis le jour du vol, on va les cocher les unes après les autres. Alors, je vais quand même vous présenter un certain nombre de menaces et puis ensuite, on va voir comment on peut faire pour les balayer de façon simple. Alors, tout d'abord, il y a un certain nombre de menaces. J'ai dit qu'il y a des choses qui étaient liées au pilote. Donc, dans les menaces liées au pilote, on va pouvoir trouver son expérience récente, son expérience totale, la fatigue, le stress, est-ce que c'est un vol d'instruction, est-ce que c'est un vol de lâcher. Donc, tout ce qui est un petit peu lié aux sensations que peut ressentir le pilote qui va aller en vol. On peut avoir des menaces liées à la particularité machine, on en a vu tout à l'heure, l'ergonomie, sa masse, est-ce que tous les équipements fonctionnent, est-ce que cet avion qui ressemble tant à son voisin, est-ce que c'est vraiment le même. Et puis, on a d'autres menaces qui sont les autres, puis il y a l'état de la piste, la météo, le vent, la température, la turbulence, la brume, sujet connu au Sable d'Olonne, les obstacles, l'espace aérien, les notames, le trafic autour de l'avion. Et donc, l'ensemble des menaces, on a donc un ensemble de menaces qui est lié au pilote, on peut dire, un ensemble de menaces qui est plutôt lié à la machine, et un ensemble de menaces qui est lié à l'environnement. Avant d'essayer de vous donner une méthode pour balayer les messages, je reviens rapidement sur ce que j'appelais tout à l'heure les autres. Alors, les autres, naturellement, c'est toutes les personnes qui gravitent autour du pilote quand il fait son activité de pilotage. Alors, dans les autres, on peut avoir les passagers. Parce que le jour où on emmène sa petite amie, c'est pas tout à fait pareil. Et on peut avoir un instructeur dans l'avion, on peut avoir par exemple des vols à plusieurs pilotes. Qui est le commandant de bord? Comment les autres pilotes vont intervenir? Alors, on peut avoir le contrôle aérien. Ces personnes, ou plutôt leurs erreurs, peuvent présenter des menaces. Et un passager qui a sa grippe aux manches, c'est une vraie menace à prendre en compte. Ce type de menace, on peut l'anticiper. Si les autres sont des menaces, naturellement, le corollaire de ça, c'est que par symétrie, le pilote lui-même est une menace pour les autres.
Et peut-être qu'une façon intelligente d'aborder l'aviation, c'est de dire, je vais commencer par essayer de ne pas être une menace pour les autres. Alors voyons voir comment on peut essayer de balayer les menaces. La première façon de faire, c'est d'essayer d'utiliser un acronyme. On peut utiliser l'acronyme qui se représente avec les lettres vertes, PME, pilote, machine, environnement. C'est une façon de faire. Vous avez peut-être déjà d'autres façons de faire, vous avez peut-être déjà d'autres acronymes pour balayer l'ensemble des choses. Voilà une première méthode. Je vais vous proposer une autre méthode, c'est une méthode que j'utilise personnellement parce que j'aime bien les choses qui sont visuelles et ça évite de retenir un acronyme. Je commence d'abord par me poser la question, c'est quelles sont les menaces qui me concernent moi? Ensuite, je me dis, je me représente assis dans mon avion et quelles sont les menaces qui concernent l'avion dans lequel je suis assis? Est-ce qu'il a des particularités, etc. Et finalement, je pars de moi, je suis moi, ensuite l'avion, et ensuite à l'extérieur de l'avion, il y a un certain nombre de menaces qui sont les planeurs, la température, les arbres, l'état de la piste, etc. L'essentiel, c'est pas d'utiliser cette méthode-là ou une autre, c'est d'en utiliser une, c'est d'utiliser celle qui vous paraît la plus pertinente et qui vous convient pour balayer l'ensemble des menaces. Balayer les menaces, ça se fait avant le vol, on a dit qu'on anticipait des choses, mais ça se fait également pendant le vol. Anticiper les particularités d'une arrivée sur un terrain extérieur, c'est anticiper les menaces sur ce terrain. Y a-t-il des parachutistes? Y a-t-il des planeurs? Est-ce que le terrain est contrôlé, etc. Et donc, le balayage des menaces, en fait, c'est une activité quasiment constante pendant l'ensemble de l'activité, qu'on parte quasiment depuis chez soi jusqu'à ce que le vol se termine, avion arrêté, peut-être même arrêté dans le hangar. Pour terminer, je vous propose deux points clés sur cette partie TEM. La première, c'est d'avoir un système simple pour balayer les menaces potentielles. Et la deuxième, c'est que chaque fois qu'il y a une menace, il faut essayer de mettre en place une stratégie d'atténuation. Et cette stratégie peut aller jusqu'à renoncer à faire un vol. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bons vols en toute sécurité.